Arnaud! Yo, c'est Georgie à l'appareil. Bon, bah, comme tu peux le voir, la lune est pleine et je pense que nous aussi. Alors, pas plein au sens où on a bu des litres et des litres, puisque c'est faux. On n'a pas bu des litres et des litres, mais on est plein d'émotions. Et puis, bah, on va partir, on va souhaiter la bienvenue aux abonnés, aux curieux et aux gens qui ont rien de mieux à faire que de scroller dans le dark YouTube, le YouTube pas étalonné, le YouTube pas monté, le YouTube pas scripté, enfin un YouTube qui a 15 ans de retard quoi. Pour ce que nous allons appeler notre dernier vrai format suivi, même s'il y aura deux trois petites choses à rajouter en plus pour refermer tous les arcs qu'on a ouverts en plus de 4 ans d'existence sur YouTube. Donc voilà, bienvenue dans Georgie's Last Dance, le format que nous allons consacrer au suivi de la Coupe du Monde féminine qui a lieu en ce moment en Angleterre et qui prendra fin le 27 septembre avec le 27 septembre, le verdict sera rendu, on connaîtra les nouvelles championnes du monde. Mais on n'en est pas là, on va évoquer le premier tour. Donc là, on va parler des poules A et B et se projeter sur les deux quarts de finale qui sortent de cette config. Et on va commencer, vous connaissez, c'est Georgie d'Internet. Et on va être obligé de parler en premier de nos chères galloises qui malheureusement terminent la compétition avec 3 matchs, 3 défaites. Voilà, c'était assez terrible hein, le premier match contre les Écossaises. Elles perdent 38-8. Derrière, elles prennent un 42-0 contre des Canadiennes. Contre des Canadiennes au sang très très froid. Et ensuite, elles finissent la complète sur un match complètement fou. Mais voilà, celui-là, il faudra le revoir, oui, parce que les abonnés ont le droit de savoir. Voilà, on est tous maintenant daron et daronne au sein du Ruta Bagarre. Et voilà, suivre des compétitions sportives à fond. Comme lorsque nous étions adolescents, alors tu vois, des adolescents qui ont plus de 30 ans chacun, voilà, c'est quelque chose qu'on va arrêter de faire, c'est pas la part de nous qu'on souhaite le plus transmettre à nos enfants, enfin on veut la transmettre différemment, donc voilà, c'est une des raisons qui nous pousse à arrêter, mais dans cette période très 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 adolescente et très très passionnée, les Gallois et Galloises ont joué un rôle très important, et donc là, voilà, hein, The Wales Family out of the tournament. Voilà, Sean Lynn, va falloir qu'on parle de toi, bro. Sean Lynn, on l'adore, hein, triple champion d'Angleterre avec Gloucester Hartbury. Ça veut dire que le gars a de la qualité, mais depuis 6 mois qu'il est à la tête du 15 de Galles. Il a disputé 10 matchs, il en a gagné un, il en a perdu 9. Et voilà, le retour qu'on peut faire, alors le plus honnête, le plus critique et le moins méchant possible, c'est que on n'a pas... Il a fait quoi comme move qui pourrait nous faire ressentir son empreinte sur le groupe gallois? Il a changé de capitaine. Donc il a demandé à Anna Jones enfin il a retiré le brassard de capitaine à Anna Jones qui a assumé le capitanat du 15 de Galles dans un moment qui était très difficile pour elle. Hein. On vous a raconté les histoires de contrat à la fin de l'été 2024 où elles se sont retrouvées un peu le couteau sous la gorge par leur fédé en mode vous signez ou vous dégagez. Bah bon, le problème du rugby gallois chez les filles, c'est que et on l'a vu dès 2021, après s'être fait un peu enfumer par le storytelling. Le storytelling de la fédé galloise, parce qu'on n'était pas à fond dans le business. On savait à peu près où on en était sur les choses du rugby féminin en France, mais pas trop dans le reste de la planète. Et voilà, les structures de
de clubs, d'équipes de jeunes, de centres de formation, même les conditions d'entraînement de la sélection nationale sont... Les fondations sont en train d'être posées, donc ça fait 3-4 ans que, voilà, c'est... Il y a comment dire, c'est... On va pas dire que c'est un château de cartes, mais voilà, les meufs font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Elles le font au max. On peut pas remettre en doute leur passion, leur investissement, les efforts fournis. Enfin voilà, même leur, on va dire leur mental, mais c'est juste trop dur à l'heure actuelle de performer en tant que rugbyman ou rugbywoman professionnel issu du Pays de Galles en ce moment, et ça s'est vu sur cette compète. Et Sean Lin, il est arrivé. Alors il y a eu des mots, bien sûr là, le truc de Wales Family, on est une famille, on va tous dire entre nous, on est là pour faire des pour relever des challenges ensemble, etc. Ensuite il y a eu le truc là, toutes les petites phases de motivation un peu chelou en amont des matchs contre l'Angleterre et la France. Voilà, commencer à dire oui, le public français il est hostile. Enfin voilà, tout ce genre de trucs là, oui, il a apporté du verbe au truc, mais le problème c'est qu'il y a rien sur quoi s'appuyer, même s'il a même amené de nouvelles joueuses. C'est trop compliqué parce que voilà, il n'y a pas de structure, la pyramide de développement pour amener les meufs du niveau des U6 ou des U8 ou des U9, appelle ça comme tu veux, jusqu'au niveau international. Elle y est pas totalement, ils sont en train de la construire, et donc du coup voilà, hein, sur les compositions d'équipe, sur les tactiques, il n'y a rien eu de neuf. Il a changé de capitaine. Il avait une de ses joueuses majeures blessée en amont du tournoi, donc, qui est Sisila Tupulotu, la pilière droite, qui amène énormément de puissance et de possibilité de porter le ballon et de casser la ligne. Il l'a pas eu pendant tout le tournoi, donc ok, il y a eu Jenny Scobel qui est venue, et puis c'est une très belle histoire parce que voilà, elle est pompier, quasiment à plein temps, et le reste du temps elle s'entraîne et tout, une vibe amateur et tout, super fort. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs comme ça, mais en dehors de raconter des histoires, il n'a pas vraiment pu injecter des choses. Après, si, il y a un deuxième move, mais qui est dur à comprendre. Il y a une Coupe du Monde en Angleterre, tu pars la préparer en Australie. Là-dessus, c'était assez surprenant, donc voilà, hein, l'Australie en ce moment, vous avez vu la tournée des Lions. Oui, je sais, il faut qu'on fasse, qu'on débriefe la tournée des Lions, mais on y viendra, vous en faites pas. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a envie de dire, et voilà, on n'est pas sommé de réagir à chaud. On n'a pas une communauté de 30 millions d'abonnés qui veut avoir des débriefs sur le champ des trucs, et puis des débriefs de gros matchs sur le champ. C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire, mais voilà, elles sont parties en Australie préparer leur Coupe du Monde, et il s'est passé la même chose qu'en 2024. Donc premier test contre les Australiennes, voilà, il y a eu une prépa physique, il y a eu un groupe qui a pu se resserrer, passer du temps ensemble, et voilà, et donc qui se pointe pour le premier match. C'était en même temps, c'était à Brisbane, je crois. Je suis plus trop sûr. Et donc, elles battent les Wallaroos chez elles en Australie pour la première fois de leur histoire. 21-12, et puis derrière, tout de suite, voilà, vous voyez, c'est ça qu'on a vraiment dans le ventre. Et puis on va y revenir la semaine prochaine, puisque c'était une tournée de 2 test matchs. On va y revenir, on va confirmer notre prestation. Maintenant, l'idée, c'est d'être consistante dans la performance. Désolé, je mets un peu d'anglais dans le truc, puisque on parle beaucoup en anglais de consistency pour évoquer la régularité dans les performances. Et bien la semaine d'après, elles ont pris un carton. Un gros toncard de la part des Wallaroos.
que t'es pas d'accord sur le fait de perdre 2 matchs d'affilée. Et en 2024, il s'est passé exactement la même chose. Donc, sauf que ça s'était passé au Pays de Galles, puis en Afrique du Sud. Rappelez-vous, elles avaient gagné le premier test avec un peu plus d'une marque d'avance. Exactement comme cette année, puisque cette année, il y avait 9 points d'avance. L'année dernière, c'était 10, 11 ou 12 points d'avance sur les Wallaroos. Et puis derrière, sur le deuxième match, voilà, c'était le premier match de la deuxième division mondiale. Elles avaient pris une défaite à 30 points d'écart. Là, ça a été un peu moindre, mais voilà, l'enthousiasme est vite retombé. Mais voilà, le truc de tu vas en Australie au mois de juillet-août, hein, donc c'est voilà, vous savez, hein, l'Australie c'est dans l'hémisphère sud, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne c'est dans l'hémisphère nord, donc tu vois, en juillet c'est pas du tout les mêmes climats, etc. Donc du coup tu retournes en Angleterre et Pays de Galles pour préparer tes trucs et voilà, donc ça déjà ça nous semblait chelou, mais on s'est tu, parce qu'on vous avait dit qu'on ferait pas de vidéo pour parler des matchs de préparation, des matchs amicaux, etc. Et donc voilà, le move nous semblait chelou et premier match contre l'Écosse où tout le monde pressentait au vu des classements des têtes de série, enfin du classement World Rugby, que le Galles-Écosse ce serait le match qui déterminerait a priori qui serait deuxième de la poule et irait en quart de finale. Et le match il a duré 30 minutes, 30 ou 35 minutes. Et puis il s'est passé un peu ce qu'on a vu dans le tournoi 2025, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une équipe, le 15 d'Écosse, qui a des trois quarts qui prennent leurs responsabilités. Et donc les trois quarts écossaises ont pris leurs responsabilités, en plus du paquet d'avant qui a tenté de faire son rôle au maximum, hein, dans le combat, dans la conquête, etc. Et puis leurs trois quarts se sont exprimés encore plus que dans le tournoi 2025. Et ça, c'est une vraie marque de progrès de la part des Écossaises, hein, puisque le 15 d'Écosse, c'est aussi une des équipes qu'on a suivi avec le plus d'attention sur ces 4 dernières années. Et rappelez-vous, en avril dernier, après leur premier match du tournoi, on avait dit, donc les Écossaises avaient gagné 24-21, le premier match de ce tournoi 2025, et on avait dit, mais les gars, pas sûr que le Écosse-Galles de la Coupe du Monde soit tout à fait le même match, parce que ce ne sera pas les mêmes conditions, il y aura une préparation différente, on ne sera pas collé à une saison de club, etc. Et donc là où beaucoup d'experts ou de gens qui parlent de rugby féminin avec beaucoup plus de moyens que nous avaient dit attendez-vous à une marque d'écart comme 5 des 6 dernières confrontations qu'il y a eu entre les deux équipes, peut-être 5 sur 6 ou 6 sur 7. Nous, et encore je te dis nous, on parle du Rutabaga d'avril 2025, donc un Rutabaga qui est rincé, qui est éclaté au sol, on va pas raconter nos vies parce qu'on l'a déjà suffisamment fait, mais et nous on dit il se peut que le match de la Coupe du Monde il soit différent. Le match de la Coupe du Monde il a été différent. On a eu la confirmation que le projet de jeu écossais, en fait, il a pris des briques et des briques et des briques et des briques, puisque il y a un entraîneur et un staff qui sont en place depuis très longtemps. Il y a une grosse continuité, et puis contrairement à ce qu'on a vu pour le Pays de Galles, il y a plus la place d'introduire de nouvelles meufs au fur et à mesure au sein du groupe d'entraînement, puis dans les test matchs, et puis il y a du vécu ensemble, et donc là ça s'est vu sur ce match là, ça a pété à la gueule de tout le monde depuis 38-8, donc c'est vraiment, pour les Gallois, ça a dû être une très 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 grosse claque. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. On va pas en rajouter plus. Derrière, contre le Canada, là c'est le match, on va dire, à la vie, à la mort. C'est t'es dos au mur, t'as les numéros 2 mondiales qui débarquent, et vous savez l'estime que nous avons pour les Canadiennes. Après, les Galloises, pendant 25 minutes, elles sont au top, hein, elles sont au max de leur capacité, elles donnent un maximum, et jusqu'à ce que le Canada trouve la clé. À partir du moment où il y a un peu moins d'énergie côté gallois, c'est plus dur de plaquer. Donc en fait, sur les plaquages, on a les avants canadiennes qui ont étalé toute leur technique avec alors elles n'ont pas forcément cassé de plaquage, mais elles ont réussi à être techniquement et physiquement
juste un peu au-dessus pour pouvoir se lâcher des ballons au cœur de la défense et puis pouvoir pilonner la ligne galloise. Et puis bah voilà, hein, c'est 42-0 à la fin. Et voilà, les Galloises, elles n'ont pas à rougir de leur performance. D'ailleurs, Sean Lee l'a dit à la fin du match. Mais voilà, t'as beau te donner au max, c'est ce qui est très dur dans le sport, que ce soit dans le sport du dimanche ou dans le sport de haut niveau, c'est que tu donnes tout, c'est que voilà, t'essayes de lâcher le moins possible, d'être le plus résilient possible. Bon, ça fait 42-0 à la fin, et puis derrière, alors le match, oh là là. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, les Fidjiennes arrivent. Les Fidjiennes, on vous en a parlé en juin 2024. Donc, elles venaient de prendre leur ticket qualificatif pour la Coupe du Monde face aux Samoanes. En gagnant leur compétition de championne du Pacifique. C'est peut-être pas le bon nom de la compétition, mais voilà, c'était au titre de cette compétition entre les équipes des îles Pacifiques, hors Australie et Nouvelle-Zélande, qu'elles ont composté leur ticket pour la Coupe du Monde. Derrière, elles sont allées en 3e division mondiale, où ça s'est fini avec le match contre l'Espagne qu'on vous a raconté à Noël dernier. Et donc, elles ont amené un nouveau coach. Et ce nouveau coach, c'est Johan Cunningham. Johan Cunningham, si vous êtes abonné, si vous avez maté toutes les vidéos jusqu'au bout, vous savez, on vous en a déjà parlé, il a été entraîneur du Pays de Galles, donc de la fin 2021 jusqu'au World 15 de 2024, donc jusqu'en octobre de 2024. Et puis après, il a eu l'opportunité de rejoindre les Fidjiennes. C'est World Rugby qui a dit à la fédération fidjienne, écoutez, Johan Cunningham, il est libre. Johan Cunningham, il faut savoir que c'est un gars qui est comment dire, parce que lui aussi on lui a lancé des saucisses. Voilà, vous connaissez, hein, rue Tabagar, Amour Vache. Johan Cunningham, donc il a été entraîneur en charge des avants des Scarlets, des Scarlets chez les mecs il y a très longtemps. Je crois qu'ils sont champions. Alors l'URC s'appelait pas l'URC, c'était pas encore devenu le championnat à la saucisse. Ils gagnent en 2017 si je dis pas de bêtises. Puis il y a Ken Owens dans l'équipe, donc non, je pense pas dire de bêtises. Ils gagnent donc la compétition. Donc c'est la compétition où il y a le Leinster, le Munster. Voilà, enfin les Glasgow Warriors, enfin voilà, c'était une compétition à l'époque où vous aviez les franchises écossaises, italiennes, irlandaises et galloises. Et les Scarlets gagnent avec Johan Cunningham, donc qui est en charge des avants. Et puis à un moment, la fédé galloise fait appel à lui pour prendre en charge les meufs. Donc il sortait de l'épisode Warren Abrahams. Alors là encore, si vous êtes abonné, que vous regardez toutes les vidéos en entier, et vous n'êtes pas beaucoup parce qu'on consulte des fois le watch time des vidéos, voilà, vous savez que Warren Abrahams, il nous a fait gaulerie. Donc voilà. Donc il reprend le 15 de Galles à ce moment-là, et c'est là il dit bon, c'est quoi nos forces? Voilà, nos forces, c'est aller à la salle. On va faire une grosse mêlée parce que voilà, il y a un potentiel pour avoir une grosse mêlée dans cette équipe et voilà, amener un jeu direct quoi. Et donc voilà, il met en place tout ce truc là. Et puis le 15 de Galles, à la surprise générale, sort d'une année 2021 où le 15 de Galles, sur le tournoi 2021, le 15 de Galles a pris des grosses désillusions, des gros scores, 45-0. 45-0 à domicile contre les Irlandaises, qui n'étaient pas encore les Irlandaises d'aujourd'hui, loin s'en faut. 53-0 à Vannes, sachant que les Bleus, c'était en pleine période Covid, il y avait eu l'histoire de la gaufre chez les meufs, donc en fait les meufs du 15 de France s'étaient entraînées dans des conditions cheloues. Voilà, très peu de séances collectives, tout ça, etc. Et le jour du match, boum, 53-0. Voilà, donc voilà, c'est l'équipe qui reprend. Ça, c'est l'équipe qui reprend. Et donc, il arrive à faire un truc très consistant. Il faut que j'arrête avec consistant, mais il arrive à rendre cette équipe plus solide, à la faire jouer sur ses forces, à les renforcer physiquement. Et donc, il va chercher 2 belles 3e places sur les tournois 2022 et 2023. Ensuite,
fin 2023, voilà. Bon, la première division mondiale, le World 15, la campagne elle est désastreuse. Voilà, elles prennent quasiment 150 points en 3 matchs. Derrière, il y a les saucisses de 2024 où en mode oui, il est préférable de se faire éclater par 3 fois par plus fort que soi que de se contenter d'être en deuxième division, comme si les équipes de deuxième division mondiale avaient choisi d'être en deuxième division mondiale, sachant que ça dépendait des résultats des tournois précédents, etc. Enfin bon, on l'avait dit aussi. Et bon, ça se finit un peu en eau de boudin, et puis on a vu en 2024 que bah voilà, dès que tu essayais de faire tourner pour économiser, voilà, dès que il n'y avait pas suffisamment de profondeur d'effectifs, mais surtout de profondeur de, quand je dis de profondeur d'effectifs, c'est-à-dire de compétences et de vécu pour aller au-delà de ta 20, de ton groupe de 20 joueuses sur à chaque fois. Donc voilà, Johan Cunningham ensuite, bah, il a... Je sais pas s'il a fait office de fusible parce qu'il y avait tout un narratif comme quoi Cunningham, peut-être que tu vas prendre ta revanche sur les Galloises, et lui a dit non, je m'en fiche. Mais c'est pas ça qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est que au vu des résultats 2022-2023, il y a plein de clubs gallois, et peut-être en dehors du pays de Galles, qui ont dit hey, Johan Cunningham, t'as vu ce que t'as fait avec le 15 de Galles féminin, ce serait bien que tu reviennes dans le giron masculin. Et en fait, Johan Cunningham, il a dit non, je ne vois pas le rugby féminin comme un tremplin vers le rugby masculin. Ce que je vis en ce moment avec les joueuses et le staff du 15 de Galles féminin, je le surkiffe, je ne laisserai pas tomber ça. Et ça, pour ça, Johan Cunningham, gros respect. D'ailleurs, ça s'est vu, tournoi 2024. Le tournoi, il est catastrophique. Le dernier match contre les Italiennes, voilà, 4 matchs, 4 défaites. Le 5e match, il gagne à la dernière minute. On vous l'a raconté aussi l'an dernier. Et le mec, il est dans sa loge au Principality Stadium. Et genre, il chiale de soulagement, toutes les émotions, tous les trucs, voilà, c'était tellement important pour lui ce qui se passait avec le 15 de Galles féminin que voilà, les émotions il les a lâchées complètement. Donc gros respect pour ça. Et bon, malheureusement il est remplacé à la fin 2024. Et donc il a cette opportunité d'aller au Fidji. Et donc Johan Cunningham, on vous l'a dit, c'est un bâtisseur. Il est arrivé, il a dit on va essayer de mettre un peu plus de discipline, on va surtout essayer de comprendre qui sont les joueuses fidjiennes. Ça, on vous en avait un peu parlé aussi en 2024. Tout le... voilà, Fidji, c'est un rugby qui est à la fois de... C'est la foi, c'est l'audace, c'est mettre de la vitesse, c'est tenter des passes absolument folles, c'est essayer de faire des différences individuelles. Enfin voilà, il y a un jeu qui est quand même beaucoup plus instinctif que ce qu'on peut voir dans le rugby féminin. Et il a dit, moi j'ai pas essayé de les transformer, j'ai essayé de... Voilà, comme il a fait avec le Pays de Galles, de s'appuyer sur les qualités, donner de la confiance. Là, il expliquait il n'y a pas longtemps, moi j'essaye de les encourager en fidjien, j'essaie vraiment de comprendre les choses. Et le principal point qu'il a mis, c'est sur la discipline, sur la... Alors peut-être pas trop sur la gestion, parce que voilà, bon, c'est pas des meufs qui vont taper, qui vont se renvoyer de leur 22 systématiquement. Mais donc voilà, il a amené ce truc et il a été récompensé 2 fois sur cette compétition. Déjà parce que les Fidjiennes ont, je pense, fait passer un frisson aux Écossaises. Faut savoir qu'elles avaient rencontré les Écossaises en 2024, elles en avaient pris 50. C'est à peu près le match, j'ai pas tout en tête, mais c'est aux alentours de 52-17. Je suis pas sûr pour le score. Il n'y a pas de fiche avec moi. Il est 4h du mat, on est à Nantes. Allez, foutez-moi la paix. Voilà, mais elles partent d'un truc où il y a à peu près 35 points d'écart et elles s'inclinent très honorablement cette année. Voilà, il doit y avoir 12 ou 13 points d'écart contre les Écossaises. Et puis à un moment, elles reviennent à une marque. Elles ont de très belles phases de jeu, etc. Et ce que disait Johan Cunningham, c'est regardez, là où je vois du progrès et là où je suis très optimiste et où je suis très fier de mes joueuses, c'est que le nombre de pénalités concédées, il est relativement bas. En général, il y a, on va dire, un consensus de la communauté scientifique autour du rugby qui dit que
Voilà. Au-dessus de 10 pénalités par match, tu peux pas prétendre à la victoire en rugby professionnel. C'est sûrement très vrai aussi en rugby amateur. Quand tu passes ton temps à te faire pénaliser, voilà, soit tu as une équipe qui est capable de défendre sa ligne et ensuite piquer en compte, mais voilà, si tu. Alors, ou sinon, si tu concèdes plus de des pénalités, il faut aussi que ton adversaire en concède plus de 10 pour avoir une chance de gagner. Mais voilà, en gros, si tu es en dessous de 10 pénalités dans le match, tu te mets dans de bonnes conditions pour prétendre à la win. Et donc sur les deux premiers matchs, je crois qu'ils ont concédé 8 et 9 pénalités, ou 9 et 8 pénalités. Et voilà, et là-dessus il a dit ça c'est un vrai axe de progression. Et moi je rentre dans le match contre les Galloises super optimiste là-dessus. Et pendant 50 minutes, les Fidjiennes, ça a été magnifique. Vraiment, voilà, de superbes actions, des relances, de très beaux gestes techniques et tout. Enfin, vraiment, c'est fantastique. Alors après, bien sûr, c'est contre des Galloises qui sont meurtries par le résultat des deux premiers matchs. Et ça compte aussi. Hein, c'est un facteur atténuant, hein, ce qui fait qu'on va pas être méchant ou enterrer qui que ce soit. De toute façon, Rachel Georgie, vous connaissez. Eh, nous, le Pays de Galles, jamais on l'enterre. Même s'il est au fond, jamais on l'enterre. Donc, elle se retrouve à mener 28-10 et là on se dit oh là là, une dinguerie est en route. Mais voilà, c'est les Galloises. Ça se joue en Angleterre. Enfin, merde quoi, il y a un moment, faut y aller. Donc elles sont menées 28-10, donc 4 essais transformés pour les Fidjiennes contre 2 essais non transformés contre les Galloises. Et donc les Galloises vont s'en remettre. Et c'est là qu'on dit que Schönlin, pour l'instant, il a pas encore mis sa marque sur le jeu gallois. Voilà, c'est devant, on fracasse, il y a un peu moins d'énergie. Et donc les Fidjiennes, elles ont dû puiser au fond du fond de leurs ressources pour défendre, essayer de garder le taux de pénalité bas. Mais bon, il y a eu des plaquages hauts, il y a des séquences où il y a une séquence d'attaque où il y a deux fois un écran. Écran, donc c'est quand tu as une joueuse qui empêche la défense d'intervenir sur la porteuse de balle. Enfin, c'est aussi pour être clair. Donc ça c'est une pénalité. Hein. C'est si voilà, le rugby, c'est pas le football américain. Tu ne peux plaquer que la joueuse qui a le ballon. Donc s'il y a une joueuse qui a pas le ballon dans ton équipe qui empêche, qui gêne l'intervention de la défense, c'est pénalité. Donc elles ont pris des pénalités comme ça. Il y a même une action où genre en l'espace de 5 secondes, il y a 2 écrans comme ça. Voilà, elles ont concédé du terrain, mais elles ont été vaillantes. Elles ont eu de la réussite puisque les Galloises ont marqué. Donc là, quand on arrive à un quart d'heure de la fin, il y a 28-15. Ouais, c'est ça. 28 à 15, donc 3 essais non transformés de la part des Galloises. Donc voilà, il y a des points qui ont été laissés en route au pied. Donc ça pèse lourd, hein, on le sait au rugby aussi. Et donc on arrive et puis il y a ces dernières actions, ça pilonne devant, voilà, et boum boum, il y a un ballon, il y a une séance de pilonnage, 6 ou 7 temps de jeu dans les 5 mètres fidjiens, puis bon, bah voilà, à un moment, ça pilonne, ça résiste en face, les filles ne font pas de faute, donc le ballon est écarté très judicieusement à l'aile, et il y a Lisa Newman qui aplatit, 28-20. Et ça continue encore. Donc là on est à un quart d'heure de la fin. Elles remettent un essai un peu dans les mêmes conditions. On les a vu tenter des trucs, des longues passes au pied, puisque la défense fidjienne était très resserrée justement pour mieux s'adapter, on va dire, à la puissance que les Galloises mettaient au près. Et voilà, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives pour les Galloises d'écarter de jeu, donc de permettre aux 3 quarts de prendre leurs responsabilités, soit ça a été passe au pied, soit ça a été des passes précipitées, voilà, il y a eu des en avant, il y a eu des transmissions ratées. Enfin, il y avait un truc où voilà, tu sentais que c'était pas totalement carré chez les Galloises. Et sur un match comme ça, où le classement mondial, d'accord, je dis pas le rugby et le contexte de la compétition, mais où le classement mondial indiquait que les Galloises étaient favorites, et bah il a manqué cette efficacité, il a manqué peut-être ce truc de les 3 quarts prennent leurs responsabilités et exécutent. Comme là encore, hein, je parle comme un Britannique, hein, c'est très souvent voilà, dans les
quand les anglophones commentent les matchs de rugby, ça parle d'exécution. Et donc voilà. Et ce qui fait qu'à la fin, 28-25. Puis le fin mot de l'histoire, c'est que les 3-4 dernières minutes, c'est chaotique. C'est-à-dire que c'est trop frais, c'est encore trop frais, mais voilà, il y a un moment, les Galloises se font chipper, se font gratter 2 ballons tout près de la ligne fidjienne, mais les Fidjiennes se dégagent pas correctement. Il y a une faute qui est commise, bon, ça revient, et puis après, à 5 minutes de la fin, on a Kelly Powell qui va droit devant, et elle est prise au sol. Grattage fidjien, et elle relâche pas son ballon, et là on est là, on fait oh là là, ça fait pénalité tout ça. Enfin bon, il y a eu tout un, enfin voilà, les Fidjiennes, elles ont été héroïques, et on a senti à quel point elles étaient rentrées dans la tête des Galloises, et où les Galloises avaient malheureusement, mais c'est quelque chose qu'elles vont sûrement construire dans le futur, parce que il y a de la compétence, il y a de la passion, il y a de l'investissement, et voilà, on n'est pas là pour dire oh, ils sont trop nuls. Jamais. Donc, mais là, ça l'a pas fait, et ça finit. Il y a une dernière mêlée sur les 5 pour les Fidjiennes. Elles sortent le ballon, et la passe, la demi de mêlée sur sa passe, elle lobe la joueuse qui est derrière elle, qui est censée sortir le ballon pour pouvoir libérer tout le monde. Donc du coup, voilà, le ballon lui passe un peu au-dessus, et ça va en ballon mort. Donc là, est-ce qu'il y a mêlée à 5? Est-ce qu'il y a de nouveaux ballons pour les Galloises? Et l'arbitre est allé consulter son assistante, et son assistante lui a dit non, mais là, en faisant le geste de la demi de mêlée, c'était une passe. Elle a tenté de faire une passe. Vraiment, c'était pas, elle a pas lancé le ballon à la main hors des limites du jeu, puisque pour mettre un terme au match, il faut que le ballon soit mis dehors au pied. Et là, s'il est mis à la main en dehors des limites du terrain, quand c'est avant la sirène, là c'est voilà, tu sors le ballon, tu fais rentrer le ballon dans ton embut, et le faire sortir en ballon mort, c'est mêlé à 5 pour ton adversaire. Et donc là, ça n'a pas été le cas, puisque c'était une passe, c'était pas une tentative délibérée de sortir le ballon à la main comme ça. Donc sur cette fin de match, voilà, complètement folle, chaotique, bizarre, puis terriblement frustrante, puisque tu t'écrases à 3 points de la victoire. Donc voilà, rude, mais voilà, les Fidjiennes, voilà, héroïques. Et puis voilà, vous savez le tropisme welsh qu'on a. Malgré tout, on a vibré à chaque fois que, surtout sur la fin de match, enfin, déjà sur le début de match, les actions fidjiennes, me voient, on était là, waouh, mais en tant que kiffeur du rugby. Après, sur la fin, on était là, voilà, mais accomplissez votre rêve, les Fidjiennes. Allez, les Fidjianas. Enfin voilà, c'est magnifique pour les Fidjiennes, c'est cruel pour les Galloises, et voilà. Et on a fait une demi-heure sur sur le bas de classement de la poule B. On a parlé un peu des autres matchs, voilà, on va pouvoir parler des 2 premières du groupe, donc le 15 du Canada, le 15 d'Écosse. Donc le 15 d'Écosse qui a très bien commencé sa compète, en surclassant les Galloises en deuxième mi-temps, 38-8. Ensuite, avec ce match où même si ça a été nerveux, et que les Fidjiennes se sont lâchés, elles réussissent à battre les Fidji, et donc 2 matchs de victoire, t'es sûr d'être qualifié en quart de finale. Et puis derrière, il y avait le challenge de pourquoi pas topper les Canadiennes et s'emparer de la première place du groupe. Mais les Canadiennes, on a déjà eu l'occasion de vous le dire, ça peut être des joueuses qui sont pour la plupart amateurs, tout ça. Il y a un esprit dans cette équipe, une façon de, comment dire, une gestion nerveuse, émotionnelle, voilà, qui ne cesse de nous impressionner. Et puis aussi, il y a l'aspect, voilà, l'Amérique du Nord, je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion de vous dire, culturellement, c'est des pays où le fait que des meufs jouent au football, au soccer et au rugby, c'est pas déconnant. Donc du coup, elles ont quand même tout un bagage, on va dire, culturel et historique avec elles, qui parle en leur faveur. Et puis leur fait d'aimer des moyens. Et puis il y a énormément de talent dans cette équipe. On vous en a parlé lorsqu'on a débriefé
les 2 dernières éditions du Four Nation, du Pacific Four Series. Et donc voilà, les Canadiennes ont fait 2 très belles victoires contre Fidji, puis contre les Galloises, et puis sur le match contre les Écossaises, même si les Écossaises elles se sont données, elles ont marqué les premières. Ensuite, malheureusement, elles prennent un carton jaune, et sur le carton jaune, les Canadiennes elles font valoir leur supériorité, elles se loupent pas à ce moment-là, elles arrivent à s'envoler au score avec, je pense qu'il y a 19-5 à la mi-temps. Les Écossaises en remettent un coup, ont de très belles séquences. Et notamment, on parlait de 3 quarts qui prennent leurs responsabilités. Donc voilà, Ellen Nelson, elle arrive à prendre la ligne d'avantage 2 fois, à 2 reprises. Et derrière, ça va au bout. C'est Ivy Gallagher qui marque le 2e essai. Donc elles reviennent à une marque. Et là, les Canadiennes, comme très souvent dans cette configuration-là, on vous en avait parlé sur le match aux States. On vous en avait peut-être pas parlé de cette façon-là sur le match en Nouvelle-Zélande, mais c'était ça, je pense que ça a joué en Nouvelle-Zélande, et puis à chaque fois elles ont tout joué à l'extérieur cette saison, les Canadiennes, elles n'ont jamais été à domicile. Voilà, elles ont su faire valoir leur sang-froid, leur foi en leur capacité technique, en leur stratégie, en leur plan de jeu, en leur voilà, et donc derrière elles ont su se mettre à l'abri et pouvoir s'imposer assez nettement contre les Écossaises. Mais c'est pas une enfin, et sans parler de la première place du groupe, mais voilà, la défaite écossaise est honorable, et donc contrairement à, par exemple, la défaite qu'elles avaient subie en Australie lors de la finale de la 2e division mondiale en Afrique du Sud l'automne dernier, elles peuvent se dire ok, on n'a pas pris la marée, on n'a pas été inefficace près des lignes, tout ça. Donc voilà, il y a un step supérieur pour les Écossaises, et ce step supérieur, maintenant, on va voir. On va voir, puisqu'elles vont défier les premières de la poule A lors des quarts de finale. Et voilà, la poule A, on va vous donner la composition, on va vous donner les résultats, après on va commenter un peu. Donc la poule A, elle était composée des Red Roses, des Wallaroos australiennes, des Eagles états-uniennes et des Samoanes. Donc voilà, des Manusina Samoanes. Donc sans surprise, l'Angleterre sort première de cette poule, et donc elles défieront leur consoeur écossaise en quart de finale. Et donc pour les Écossaises, voilà, là il n'y a même pas à se prendre la tête, et c'est pas comme même si ça fait depuis 1999 qu'elles n'ont pas battu les Red Roses, on ose espérer que pour elles, qu'elles vont se pointer et tout lâcher sur le terrain. Voilà, se donner au max et réussir à faire se donner au max et offrir un très gros match aux Red Roses. Ça leur rendrait service, ça leur permettrait de sortir de la compétition la tête haute et de dire au revoir à Brian Eason, qui depuis près de 5 ans maintenant depuis plus de 5 ans, puisqu'il est arrivé en février ou mars 2020, a fait un taf exceptionnel avec elle, voilà, sur la défense, sur l'occupation, sur la prise de responsabilité des 3 quarts, sur la technique, puisque c'est pas les joueuses les plus puissantes, mais voilà, sur tout ça, sur plein de choses, son impact est plus que positif, et il a vraiment vraiment, avec ce groupe de joueuses qui est exceptionnel dans son unité, dans sa cohésion. Ce serait génial pour elle que soit elles aillent taper un exploit, puisque c'est possible, on va pas, voilà, c'est phase finale de Coupe du Monde, personne rentre sur le terrain en se disant l'objectif c'est de perdre honorablement. Donc soit aller taper un exploit, soit voilà, sortir avec le moins de frustration possible, le moins de regrets possible. Il y a eu des moments où on l'a exprimé aussi en 2024, où voilà, c'était juste
frustrant le résultat à la fin. Sur le dernier tournoi Destination, c'était une grosse défaite, mais il y a eu des petits trucs, donc voilà, encore plus de petits trucs. On parle souvent aussi, donc là c'est les Britanniques parlent souvent de small victories dans les matchs, donc les petites victoires, c'est-à-dire c'est arriver à obtenir une pénalité, à une pénalité au sol quand, sur une phase de possession adverse, contrarier la touche, pouvoir faire une percée, comme ce que Helen Nelson a fait à un moment contre les Canadiennes, hop, c'est non, là je fais une feinte de passe et j'attaque la ligne. Enfin, voilà, réussir ce genre de choses pour voilà, pour essayer de mettre un boxon au Red Roses et voilà, moi on leur souhaite. Allez, rapidement, la poule A, on va essayer de faire une vidéo de moins d'1 heure. Donc la poule A, c'est magnifique, on arrive, début de la compétition, donc le vendredi 22 août 2025, nous sommes à Sunderland, donc Sunderland, nord-est de l'Angleterre. Comment il s'appelle le stade? Le stade des Black Cats, à qui Netflix a consacré une série. Je sais même pas si la série elle a de nouvelles saisons depuis 2021-2022. C'était rigolo parce que le club de Sunderland de foot était en train de se casser la gueule, et c'est là que Netflix a fait une série sur eux avec des phases complètement lunaires. Bref, mais bon, voilà, le Stadium of Light, voilà, c'est ça, donc cérémonie d'ouverture, tout ça. Bon, vous savez, vous connaissez notre rapport aux cérémonies d'ouverture, voilà. Mais bon, le décorum était planté, vous connaissez enfin voilà, c'est les Red Roses, elles sont numéro 1 au monde. Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, elles ont égalé leur record de victoires successives, donc qui est à 30. Elles étaient à 27 au début de la compète. Et malheureusement pour elles, ce sont les Eagles états-uniennes qui se pointent. Qui se pointe pour le premier match des Red Roses en mission à domicile pour enfin être championne du monde et valider enfin ces 8 ans de professionnalisme et d'investissement très supérieur à tout ce que le reste du monde a investi dans le rugby professionnel féminin. Bon bah voilà, hein, 69-7 hein, le résultat, les Anglaises se sont données à fond, c'était la meilleure équipe possible. Les Anglaises qui étaient sur une confiance assez incroyable puisqu'elles ont fait 2 matchs de préparation où elles nous ont brisé le cœur. Hein. Elles en ont passé plus de 90 aux Espagnols à l'extérieur. Puis la semaine d'après, elles arrivent à Mont-de-Marsan. Bonjour les Bleus, 40-6. Donc voilà, donc là elles sont pleines de confiance. Il y a tout le pays qui est en mode voilà, c'est enfin le grand moment. Donc là, elles ont été incroyables contre les États-Uniennes qui ont joué leur jeu à fond, qui encore une fois, voilà, le fossé il est huge. Je crois que les 2 équipes s'étaient déjà jouées. Elles se sont jouées depuis la dernière Coupe du Monde. Oui. Elles se sont jouées à l'automne 2024 pour une large victoire des Red Roses. Et bien là, ça a été, elles se sont rejouées en 2025 pour une victoire encore plus large des Red Roses. Voilà, avec de très beaux gestes, etc. Enfin, voilà. Les Red Roses, au top du top du top. Derrière, elles ont le match contre les Samoans, pareil, elles leur en passent 80. L'attraction du match a été l'essai samoan, avec notamment Ruby Tui, donc championne du monde avec les Néo-Zélandaises, avec les Black Ferns néo-zélandaises en 2024, qui commente le match avec les équipes de la BBC. Il y avait oh, il faut pas. Oh merde. Attends, parce que là, on a dit qu'on était là pour refermer tous les arcs, et là j'ai encore un doute sur le nom de la meuf. Oh, oh fuck. Vas-y. C'est quoi ce putain de truc de freestyle? Katie Daly McLean, voilà, je me ferai pas avoir. On va pas refaire le Johnny McLaren Gate. Donc là encore, les abonnés qui ont éclaté, qui ont 100% de watch time, ils savent de quoi on parle. Ils doivent avoir la vision de moi avec la doudoune verte et noire. Donc, où elle commente le match ensemble et tout, et juste Ruby Tui, elle était trop contente, sous sa veste de costard, elle avait le maillot des Manousina et tout.
Enfin voilà, c'était très good vibes. Et puis derrière, elles ont le match contre les Australiennes. Et on a retrouvé nos premières de la classe. Donc les Australiennes, à ce moment de la compétition sur le troisième match, elles savent qu'elles doivent perdre le moins possible ou attraper un bonus défensif ou claquer un exploit pour se qualifier. Alors claquer un exploit, ça aurait signifié première place de la poule devant les Anglaises. Autant vous dire un tremblement de terre, un séisme incroyable. Et donc voilà, pendant toute la première mi-temps, elles tiennent globalement le choc contre les Red Roses. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, avec notamment leur banc qui est assez incroyable, les Red Roses s'imposent et puis c'est 47-7. Malgré tout, 40 points d'écart. D'accord. Pas une petite victoire. Pas un match serré. Voilà, c'était le truc le plus dur. On avait besoin d'être testé à ce niveau-là. On avait, enfin, des trucs qui, voilà, vous nous connaissez. Donc soit c'est le truc de, soit dans leur tête, elles sont censées s'imposer de 70 points contre tout le monde. Et ça énerve de les entendre dire ouais, ah là il n'y a que 40 points d'écart et puis il y a eu des moments difficiles. Eh frère, c'est du rugby, enfin frère, sœur, c'est du rugby. Il y a un moment, voilà, il y a de la véracité, il y a de l'engagement, tout le monde, c'est le degré zéro du rugby, c'est l'engagement que tu mets au plaquage, au plaquage, dans la façon de porter la balle, en conquête directe. Enfin, tu peux pas t'attendre à passer une dizaine d'essais à tout le monde tous les jours. Enfin, c'est lunaire. Donc c'est peut-être le je sais pas, soit tu as un niveau de confiance où tu te dis là sur notre poule on est censé en passer 70 à tout le monde, soit il y a le côté on voit ok, on a gagné 7 essais, tout ça c'est magnifique, mais on voit le truc de ce qui est un peu raté sur les transmissions, on a été gêné au sol, voilà, on s'est fait un peu salut Booba, j'ai un collègue qui sort alors que je suis en train de vous raconter des trucs de rugby. C'est trop cool. Je suis trop content de vivre ça avec toi, mec. À lundi. Désolé Orlando. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Donc, soit t'es vraiment, c'est perfectionnisme à 100% machin et tout, mais voilà, après ça c'est tu le vois après en interne et tout, mais bon là, après c'est peut-être le fait que ce soit le rugby féminin et c'est beaucoup plus cool par rapport à ce dont on est habitué au rugby, puis nous bah on est, même si je pense on fait partie des plus fervents soutien de la cause du rugby féminin. Enfin, en tout cas, j'espère que tout le monde l'a ressenti au courant de ces 4 dernières années et qu'il y a eu une évolution aussi dans la façon de le suivre et de le commenter de notre part. On reste quand même matrixé par 30 ans de suivi du rugby, majoritairement masculin. C'est pas de... Enfin voilà. Et donc c'est vrai que ça surprend un peu, peut-être parce que peut-être plus habitué, même en tant que pratique du sport bien masculin, de se dire ok, peut-être que ça c'est plus des choses que tu te dis en débrief, mais en interne. Qu'en externe, t'es là, tu dis ouais, 47-7 contre les Wallaroos qui sont de redoutables opposantes, c'est cool. C'est cool. Puis voilà, on a pu sortir les chapeaux de cow-boy, les lunettes un peu funky, partagées avec les supporters. C'est juste de la frappe et maintenant en avant pour les quarts de finale. Donc voilà, il y a ce truc-là où nous on a encore... nous on a encore un peu de mal avec ça venant d'elle, mais bon voilà, étincelante, et donc elles vont affronter l'Écosse, le 15 d'Écosse contre la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc ça va être un moment fort, puisque bon c'est le premier match de phase finale des favorites et des autres de la compétition, avec ce côté un peu derby, tout ça. Enfin voilà, ça ne peut être qu'un temps fort de la compétition. Le reste de la poule était voilà, là pareil, si on regarde le ranking de World Rugby,
la deuxième place qualificative pour les quarts de finale et l'opportunité de défier les Canadiennes était censée se jouer entre les Wallaroos et les Eagles états-uniennes. Il y avait eu un match entre les deux équipes lors du Pacific Force Series, lors de la deuxième journée à Canberra. Celui-là aussi, on vous en a parlé. Les Australiennes en étaient sorties victorieuses 27-19. Et là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Les Wallaroos ont su. Donc là, sur un truc qui est un peu plus direct, on était un peu moins dans la malice. Je pense que les Wallaroos ont profité là, de ce Pacific Force Series et de la préparation pour la Coupe du Monde pour ajuster des choses. Et ça peut-être expliquer la défaite inaugurale, enfin pas inaugurale, mais la défaite contre les Galloises lors des test matchs. Il faut savoir que Charlotte Caslick, malheureusement, n'a pas pu faire la compétition pour cause de blessure. Donc la joueuse qui était censée être le facteur X dans leur ligne d'attaque et pour laquelle elles essayaient de faire une place justement pour qu'elle soit la plus impactante possible, puisque donc je vous rappelle, dans sa franchise des Queensland Reds, elle a été positionnée à l'arrière pour les gros matchs de phase finale du Super Rugby Australia. Désolé, on suit beaucoup de compétitions, j'avoue, on a fait l'impasse sur la phase régulière du Super Rugby Australien. Donc si elle a joué à d'autres positions pendant la phase régulière du Super Rugby Australien, on s'excuse. On s'excuse. On s'excuse. Avec les moyens qu'on a, croyez-nous, on essaye de suivre un maximum de trucs, mais ça, c'est vrai, les fiches de match du Super Rugby Australien, en phase régulière, on les a pas faites. On a fait les phases finales, mais on n'a pas fait la phase régulière. Pardon pour ça, vraiment. Quel amateurisme. Aïe aïe aïe. Donc, désolé, pas désolé. Ensuite, lors du Pacific Force Series, on a tenté de la mettre à l'aile et puis on a tenté de la mettre au centre aussi, donc pour ses prises de balles, ses qualités de vitesse, etc. Malheureusement, elle n'était pas là. Il y a eu toute une reconfiguration, mais voilà, on a eu des Wallaroos qui ont eu un jeu qui était peut-être un peu moins qui était un peu plus un projet, on va dire, un peu plus ambitieux, un projet de jeu un peu plus ambitieux. Et voilà, parce qu'il y avait je pense elles ont vu lors de leurs deux grosses défaites contre les Black Ferns et contre les Canadiennes que en fait à un moment, quand elles ont fait rentrer leur banque, elles ont été sur une proposition un peu plus offensive, et elles pouvaient sur des séquences mettre un boxon aux Black Ferns et aux Canadiennes. Et peut-être qu'il y a eu un petit peut-être que dans le mental, ces défaites, tout le travail de préparation, tout ça a joué. Et donc elles ont été sur un truc, elles se sont un peu plus libérées. Donc après avoir battu les Samoans 73-0, elles se pointent je sais plus dans quel stade c'était, je crois que c'était à York, mais désolé, pareil, on n'a pas appris par cœur tout le truc. Donc elles font une entame de match, donc elles sont sur la lancée de cette victoire inaugurale sur un match où elles ont eu énormément la possession, tout ça. Elles prennent la tête, elles ont jusqu'à 3 marques d'avance sur les Eagles états-uniennes, mais là aussi où il y a le Pacific Force Series à jouer, c'est que les états-uniennes, leur premier match à domicile contre les Canadiennes, elles ont beaucoup subi, on vous rappelle le truc, on vous en a parlé aussi, elles s'en sont beaucoup remises au jeu au pied pour trouver de l'avancée et pouvoir rattraper les Canadiennes qui étaient qui sur le premier rideau étaient omniprésentes. Donc elles ont tenté de trouver des solutions dans le deuxième et troisième rideau et voilà, elles ont réussi à, désolé pour le terme, encore une fois il est très très tard, elles ont réussi à faire chier les Canadiennes là-dessus, et donc mais c'est pas tout à fait elle, d'accord. Le rugby américain, le rugby états-unien, historiquement, puis là on a pu, grâce à tous les gens qui ont fait des podcasts et qui ont raconté un peu l'histoire de la compétition, donc du mondial féminin, les états-uniennes sont les toutes premières championnes du monde de l'histoire en 1991, et voilà, retour des joueuses anglaises, on n'a jamais vu des piliers et des secondes lignes aussi rapides, aussi puissantes et qui portent la balle et qui créent de l'avancée, tu vois. C'était un truc, c'était
quelque chose d'impressionnant. Donc voilà, c'est le jeu, c'est bonjour, bonjour. Nous, voilà, quand vous nous voyez avec ce maillot, ça veut dire va y avoir de la percussion. Nous, on vient pour percuter. Donc voilà, ça a tabassé sur la ligne d'avantage. Puis pareil, l'essai qu'elle marque le seul essai qu'elle marque au Red Roses, hein, c'est pareil. Hein, il y a un intervalle qui se crée, deuxième ligne qui s'engouffre dedans et qui tape un sprint de 30 mètres pour aller aplatir sous les poteaux. Donc là, elles ont mis tout ce qu'elles avaient dans le moteur, elles l'ont lâché et ça a donné un très 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 beau match. Et donc là, les Australiennes, elles ont dû rentrer un peu dans leur mode un peu plus gestionnaire, un peu plus défensif. Essayer de gratter les ballons qu'elles pouvaient et marquer sur leur opportunité. Et c'est ce qui a été salvateur pour elles, puisque elles mènent 31-24 ou 31-26 à la toute fin du match. Mais les Eagles en remettent un coup dans la puissance. Elles plantent l'essai, 31 partout. Et donc là, on est parti pour 5 minutes où tout peut arriver. Vraiment, tout est possible. C'est-à-dire qu'un coup d'envoi australien, et puis là, ça a été... Oh, c'était haletant, c'était rude. Et voilà, il y a eu des échanges de coups de pied, il y a eu des moments féroces sur la ligne d'avantage. Enfin voilà, c'était fort. Et puis à la fin, les Australiennes arrivent à se dégager. Et donc là, on a la trois quarts états-unienne, elle est dans son camp. Et on vous l'a dit, les états-uniennes, c'est bonjour, on a le ballon, on court avec, on fonce droit dedans. Mais là, le coup de pied d'occupation, il était tellement bien pensé que voilà, t'avais une meuf toute seule sur son aile droite, 3 meufs qui montent sur elle. Là, elle se dit et tu sens, vous regarderez la vidéo, hein, vous pouvez aller, alors je crois que ce match il a été là en ce moment la Coupe du Monde, vous téléchargez l'appli de TF1 ou vous téléchargez l'appli France TV Sport et vous avez les résumés des matchs, vous avez les matchs en entier, vous avez les replays, vous avez tout gratos, contrairement à la dernière Coupe du Monde où il fallait payer, on avait payé un mois d'abonnement, on avait payé un mois d'abonnement pour sur TF1 pour avoir accès à tous les matchs en direct. Voilà, quand on vous dit que ici c'est le podcast rugby, le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire que c'est le plus cheap, voilà. Si, il faut quand même payer les réparations des smartphones quand ils sont pétés. Voilà. Le plus cheap dans les moyens investis, dans les moyens de prod, et je pense on n'est pas trop mal dans la qualité du propos. Hein, dans ce qu'on raconte, on n'a pas dit trop de conneries, on a dit qu'exude. Voilà. Et donc vous avez ce coup de pied d'occupation et là elle est là et tu sais qu'elle veut relancer, qu'elle veut y aller pour la win, qu'elle veut pas 31-31, sont là pour gagner le match. Et voilà, mais elle voit que la marée arrive sur elle, elle fait mais là je vais me faire plaquer, je vais perdre le ballon, on va perdre le match. Et ça la fait chier. Elle dégage en tribune. 31 partout. Et donc là, ça met les Australiennes dans une position extrêmement favorable. Et c'est là où les États-Unis sont un peu les cocus du tirage, dans le sens où tu tombes sur les Red Roses sur le match d'ouverture, donc sur le match où toutes les caméras sont braquées sur elles et où voilà, elles se promettent de bouffer quiconque se mettrait sur leur passage lors de leur mission de leur mission suprême. Voilà, donc très mal tombé. Et voilà, tu te retrouves à la dernière journée où y a le drama, c'est il faut remonter 135 points de différence. C'est-à-dire que sur la troisième journée là, qui a eu lieu tout à l'heure, il fallait que en cumulé l'écart, donc l'écart de points entre les Américaines et les Manoussinas Samoanes, plus l'écart entre les Anglaises et les Wallaroos, soit supérieur à 136 points. Enfin, soit supérieur ou égal à 136 points. Voilà, bon, elles ont mis tout ce qu'elles pouvaient contre des Manoussinas Samoanes qui n'ont pas démérité. N'ont vraiment pas démérité parce que voilà, il y a aussi le truc de la troisième journée, c'est que pour les équipes, on va dire les outsiders, les challengers, voilà, 3 matchs d'affilée à ce niveau-là, c'est quand même assez rare, contrairement aux équipes du haut de classement, parce que voilà, il n'y a pas les mêmes structures de compète pour tout le monde. Voilà, 3 matchs, voilà, 3 matchs de ce niveau-là contre des équipes supérieures, hein, pour les Manoussinas Samoanes. Voilà, elles ont enchaîné les Wallaroos, les Red Roses et les Eagles. Copieux.
copieux, mais elles sont pas venues là pour en prendre 100 non plus. Et voilà, les Américaines, en donnant un maximum, mettent 60 points. Donc 60 points, 136 moins 60, ça fait 76. Donc là, il faut que les Wallaroos perdent avec 76 points d'écart contre les Red Roses. Dans quel monde ça existe? Bon bah voilà, hein, c'est dommage pour elles, mais au moins elles ont été, je pense, voilà, elles sont mortes les armes. J'aime pas parler comme ça, mais voilà, elles sont éliminées de la compétition, mais elles ont joué avec leurs idées, avec leur culture de jeu, avec un rugby qui va de l'avant. Voilà, pas calculé, machin. Donc c'est sûr, elles avaient été qualifiées en quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde. Cette année, c'est pas le cas, et voilà. Mais encore une fois, comme tout le monde dans cette compétition, elles ont donné une très belle image d'elles-mêmes, et voilà, faut pas dans l'appréciation des choses, il faut quand même se dire, ok, il y a cette circonstance atténuante que le match d'ouverture, c'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau, et voilà. Et donc ouais, c'était pas un cadeau. Ce qui aurait été top, ça aurait été, alors top. Oui, les conditions qui auraient été les plus faires, si tu regardes le classement mondial au début de la compète, et que tu sais que bon, les Red Roses, elles sont à domicile, la mission totale, etc., ça aurait été que le Australie-États-Unis soit le troisième match, et que là ce soit une vraie, ce soit entre guillemets une vraie finale. Peut-être que ça aurait changé des choses, mais bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Il y aurait un monteur sur cette chaîne. Donc ouais, voilà, les Australiennes ont su faire le max contre les Samoans en ouverture de mondial, et puis étaient dans une configuration où elles jouaient le tout dernier match de la poule, connaissant le résultat des Américaines, et voilà, sachant que c'était enfin même la semaine d'avant, à l'issue du match nul, elles savent que c'était juste un match de résistance, qu'elles avaient à offrir, un match de résistance contre les Red Roses. Donc c'est dommage, mais bon, après les Wallaroos, sur ce qu'elles ont aussi montré dans leur phase sur l'efficacité qu'elles ont pu avoir dans leur face aux Eagles, on peut pas dire qu'elles sont pas méritantes, mais voilà. Donc c'est beau pour les Australiennes, qui vont avoir l'occasion de redéfier les Canadiennes en quart de finale. Et donc là, on a 2 quarts de finale, donc Canada-Australie samedi prochain, Angleterre-Écosse dimanche, où c'est des équipes qui sont, c'est des résultats depuis, donc ça fait depuis très longtemps que l'Angleterre et le Canada dominent les Écossaises et les Australiennes, et donc là, les Australiennes et les Écossaises vont devoir tout lâcher. Les Australiennes nous ont montré il y a 3 ans, alors dans des conditions, je ne sais pas quelles seront les conditions samedi prochain, je n'ai pas sorti le bulletin météo, puis des fois les prédictions météo à une semaine d'avance, c'est pas fiable à 100%. Sous un déluge total, elles avaient mis un match de tranchée aux Red Roses, et ça avait... Elle aurait été rentrée dedans, et ce match avait eu des conséquences sur les Red Roses dans la suite de la compétition, dans le sens où, rappelez-vous, elles étaient arrivées en finale avec des blessés, etc. Machin. Le fait aussi d'avoir 2 demi de mêlée de métier plus une joueuse polyvalente, ça avait créé ce qu'on avait appelé la saucisse de l'année. Enfin voilà, une espèce de passe qu'avait mis Zoe Harrison en difficulté, et donc la touche qui amène à laisser de la win des Black Ferns. Voilà, il y a un monde où les Australiennes et les Écossaises sont capables quand même d'impacter les deux équipes favorites, et donc voilà, les forcer à puiser dans leurs ressources en amont du dernier carré. Nous, en tant que suiveurs du rugby, c'est ce qu'on souhaite. On est bien sûr conscient que la marche elle est haute, que c'est un énorme challenge, mais voilà, c'est le sport. Tu vis pour
quand tu es sportif, tu vis pour ces moments-là. Tu vis pour rêver d'aller chercher ces victoires-là, d'aller te mesurer aux meilleures équipes. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite aux Wallaroos et aux Écossaises. On souhaite aussi le meilleur aux Red Roses et aux Canadiennes. Il y a aucun doute là-dessus. Hein. Nous, on est là juste pour kiffer cette dernière compétition d'un sport qu'on a suivi avec énormément de passion pendant des années et des années. Enfin voilà, il n'y a même pas de chauvinisme ou de truc ou quoi. Voilà, on souhaite le meilleur à tout le monde et nous on veut juste venir vous parler d'un spectacle qu'on aura trouvé le plus alléchant et enthousiasmant possible. On est donc la nuit de samedi à dimanche. Puis j'ai vu mon collègue, là je suis en train de réaliser que mon collègue en fait il bosse aujourd'hui. Putain, on est dimanche. Donc on va se retrouver dans le courant de la semaine prochaine, je sais pas encore quand parce qu'on a du retard sur les poules C et D. Donc il faut qu'on rattrape notre retard. On n'a pas vu tous les matchs en entier sur ces poules-là. Il y a même des matchs sur lesquels on n'a pas vu de résumé, donc on n'a pas envie de venir vous en parler sans avoir eu un maximum de retours. Enfin un maximum de retours, bouffer un maximum de contenu, pardon. Donc on va rattraper ça. Demain on sera, enfin le dimanche c'est compliqué. Voilà, faut savoir que voilà depuis le printemps dernier, les matchs du dimanche, c'est compliqué. Quand il y a 4 matchs le dimanche, ce qui a été le cas la semaine dernière, et ce qui sera le cas cette semaine aussi de compétition, c'est compliqué de tout mater en direct. Et puis il paraît que quand tu bosses la semaine, que t'es parent de 2 enfants, tout ça, enfin voilà, il y a un moment faut dormir parce que c'est des choses aussi qui prennent de l'énergie, de l'influx nerveux, etc. Donc voilà, il y a malheureusement le dimanche, contrairement aux saisons précédentes, c'est compliqué de s'enquiller autant de rugby à la télé. Mais on va le faire, on va s'organiser pour rattraper tout ça et vous présenter les choses, puisqu'on a énormément de choses, peut-être même plus, à vous dire sur les 2 autres poules, puisque là on va parler d'équipes dont, bon, bien sûr, il y a le 15 de France, il y a le 15 d'Italie, voilà, il y a les Black Ferns, donc il y a des choses qu'on a déjà dit. Il y a l'arc qu'on a commencé avec les Leonas espagnols, et donc là on a forcément très 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 envie de le développer, et donc aujourd'hui, tout à l'heure elle défie le 15 du Japon. Le 15 du Japon, c'est une équipe aussi dont on vous a pas énormément parlé, et ce sera l'occasion de le faire. Sur le 15 d'Irlande, il y a des choses qu'on a envie de vous dire depuis tellement longtemps, ce sera enfin l'occasion de le dire, donc voilà. Puis il y a les brésiliennes et les sud-africaines qui pareil là, qui sont donc les sud-africaines font face aux bleus cet après-midi, et juste avant, il me semble que c'est juste avant ou juste après, enfin les matchs vont se chevaucher, hein. Là il y a eu sur le calendrier, sur le format de la compétition, il y a des trucs qui ont été ramassés. Il y avait un match qui se finissait, un match qui commençait, etc. Mais pareil, on n'a pas appris par cœur les horaires, parce que ce qui compte, c'est ce qui va se passer sur le terrain, même si le placement des matchs compte, comme on a pu vous l'expliquer pour les Wallaroos et les Eagles états-uniennes. Mais donc il y aura France-Afrique du Sud et Italie-Brésil, et je pense que ça va être des matchs très intéressants, et ils vont d'une façon ou d'une autre définir la couleur de la suite de la compète. Bien sûr, si vous avez suivi les choses, si vous n'avez pas attendu qu'on soit là pour suivre la Coupe du Monde féminine, vous savez quelles sont les 4 équipes qui seront qualifiées pour les quarts de finale, donc des poules C et D. Mais pas de spoil si vous n'avez pas suivi, et si vous voulez avoir
l'analyse georgiesque, orlandesque et rachelesque de ce qui a pu se passer et puis qu'on puisse vous raconter quelques histoires à propos de ces équipes, notamment les Irlandaises et les Sud-Africaines. Ah, les Sud-Africaines, faut qu'on vous en parle. Là, c'est un gros trou dans la raquette. En plus, on avait fait un lapsus à Noël. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et ça va être enfin l'occasion de les dire. Ceux qui sont sur la page Facebook de la chaîne ont dû voir passer un ou deux comptes rendus. Je crois. Tu confirmes, Orlando? Ouais, compte rendu de la deuxième division mondiale, je crois que sur les 6 matchs de la deuxième division mondiale, on a fait 3 comptes rendus. Plus, on a dit en vidéo qu'il y avait eu une purge lors de cette compète. Il me semble qu'on avait dit, donc ouais. Voilà, donc rendez-vous dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, je vais tout faire pour que ce soit tourné, en amont des quarts de finale, pour que en fait, voilà, sur cette Coupe du Monde, sur le format Georgie's Last Dance, ce soit 3 très très grosses vidéos, comme celle-là là, qui fait plus d'1 heure. Donc le débrief des poules A et B, projection sur les quarts de finale, c'est fait. La semaine prochaine sera un peu plus court parce qu'on ne sera pas là à dire oui c'est le dernier format, c'est ci, c'est ça. Poule C et D. Et puis après la fin de la compète, alors est-ce que ce sera dès la fin de la compète, est-ce que ce sera la semaine d'après? Peut-être voilà, dans un délai, j'espère, raisonnable à l'issue de la compète. J'espère dans les 10 jours qui suivent. Même si on va tout faire pour faire comme... non, on va tout faire pour faire un bilan comme on a fait... Non, ouais. Dans la foulée de la finale. Alors peut-être pas le dimanche même, sauf si on est sur une spirale d'inspiration et où toutes les visions qu'on aurait pu avoir se réalisent. Et donc là, j'arrive et tout. Je vous l'avais dit, je vous l'avais pas dit. Ou voilà, prendre le soin de... Je sais pas, alors peut-être pas de se projeter dans le futur, puisque si ça s'appelle Georgie's Last Dance, c'est que bon, bah, à compter du 28 septembre, voilà, peut-être que le fait qu'on n'ait plus à commenter les choses, ça va pas nous pousser à nous projeter dans le turfu. Je sais pas, ça faut qu'on en discute avec Rachel et Orlando, mais voilà, vous serez les premiers au courant de l'issue de nos discussions. Vous serez au courant de l'issue de nos discussions. Voilà, j'espère qu'on va monter en puissance sur la prochaine vidéo. J'espère qu'on sera au taquet du taquet sur le débrief de la phase finale et qu'on vous offrira s'offrira, Rachel, Orlando et moi, une sortie, donc du suivi du rugby féminin de haut niveau. Alors pas par la grande porte, mais par une vidéo et des analyses et un débrief sur le rugby proposé, dont on sera aussi fier que certaines des vidéos qu'on trouve les meilleures parmi ce qu'on a produit. C'est ce que je nous souhaite et j'espère que c'est ce que vous nous souhaitez. Merci de nous suivre, même si le watch time vous tenez que un quart d'heure, parce que voilà, l'image, le son, le générique, les couleurs, le cadrage, enfin tout ça, que c'est super cheap, mais voilà. Cœur sur vous. Comme ça, où on va faire, attends un peu, ils font comment maintenant là? Hop, cœur comme ça, ou à la coréenne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce petit truc. Ah si, je sais. C'est une petite ref aux Rockstars. Je sais pas si vous avez la ref. Si vous n'avez pas la ref, vous tapez Plus belle des équipes sur YouTube. Il y a une vidéo d'1 heure qui s'appelle La plus belle des équipes et ça va vous parler des Rockstars. On adore cette histoire et puis c'est raconté par vraiment un des meilleurs storytellers, un des meilleurs youtubeurs qui soit, à savoir Augustin Helio aka The Grit Review. Donc voilà, c'est une petite pépite qu'on vous donne comme ça. Après voilà, nous on n'est pas, comment dire, c'est pas notre domaine de compétence, hein, parce que ça parle de e-sports et mais voilà, ça prend, voilà, on s'attache. On s'attache quand les histoires sont bien racontées, on s'attache à leurs protagonistes, même si on n'est pas des acharnés de l'e-sport, même si bon,
On a eu nos petits moments sur StarCraft. On a eu un moment sur StarCraft et il y a encore des trucs à faire sur StarCraft, même si le jeu est sorti depuis 27 ans, mais ça, tout ça, c'est une autre histoire. On se retrouve dans le courant de la semaine prochaine pour débriefer les poules C&D, se projeter sur les quarts de finale qui opposeront les équipes qui seront sorties première et deuxième de ces deux poules. Et on vous souhaite le meilleur pour le mois de septembre. À très vite, ciao ciao.